210. Pierre Breton, bonjour. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui l'invité de l'interview du vendredi. Je vous connais, biker. Alors, première question, je l'appelle la question bête. Qui est Pierre Breton? Alors, Pierre Breton, c'est un Suisse qui s'est expatrié à l'île Maurice il y a de ça à peu près 3 ans. Donc, je suis venu à l'île Maurice avec ma femme. Donc, j'habite Rivière-Noire. Je suis en pré-retraite. Et depuis que je suis à Maurice, en fait, je continue aussi à exercer ma passion qui est toujours rouler en moto. Donc, je suis un fervent supporter de Harley-Davidson. Donc, ça fait plus de 25 ans que je roule en Harley-Davidson. Donc, quand je suis arrivé à l'île Maurice, donc comme il y a une concession Harley, donc j'ai pu, dès le départ, rencontrer pas mal de monde, ce qui m'a permis de m'intégrer assez rapidement. Et depuis, j'ai remonté ce qu'on appelle le chapitre Harley-Davidson de l'île Maurice. Et actuellement, je suis président de ce chapitre qui compte à peu près 60aine de membres et qui roule régulièrement sur l'île Maurice. Comment est née cette passion pour la moto? Cette passion, elle a commencé tout jeune. Donc, comme la première chose que j'ai fait lorsque j'ai eu 18 ans en Suisse, au lieu de passer mon permis voiture, j'ai commencé par faire de la moto. Donc en faisant d'abord un permis de 125 et puis 2 ans après en faisant un permis pour plus grosse moto. Si bien que je me suis trouvé rapidement à rouler avec des japonaises, que ce soit en Honda 900, Suzuki 1300, jusqu'à la fin en ayant une VF Miller Honda Rothmans réplica, donc une moto qui était faite pour faire pas mal de circuits. Et en fait j'en ai fait jusqu'à l'âge d'à peu près 30 ans. Date à laquelle en fait je me suis marié et là pour ainsi dire j'ai arrêté de faire la moto pendant à peu près une dizaine d'années. Et 10 ans plus tard, quand j'ai voulu reprendre la moto, j'ai dit bon, la moto sportive c'est plus pour moi, donc je vais prendre quelque chose d'autre. Et j'ai acheté ma première Harley. Donc voilà. C'était un choix difficile un peu? Non, pas vraiment. Donc c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu fasciné. La vitesse, j'en ai fait avant, donc autant faire quelque chose d'un peu plus gentil. Et la Harley semblait être la moto qui se profilait le mieux pour ça. Quand vous avez quitté la moto pendant 10 ans, Pierre-Yves, est-ce que remonter sur une moto, ça a été quoi? Ça a été retrouver un peu votre enfance ou votre adolescence, ou bien c'était un redépart? Je disais, il y a un peu des deux. Donc j'ai retrouvé un peu les sensations de mon adolescence et tout, mais aussi 10 ans plus tard, c'est clair que j'ai retrouvé en fait une façon de conduire complètement différemment d'auparavant. En étant déjà plus âgé, donc on a plus tout à fait les mêmes envies qu'auparavant. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le fait de rouler en Harley m'a permis d'exercer un peu plus, je dirais, le sentiment de liberté, de devenir biker. Exactement, de devenir biker et de vraiment vivre un peu d'une façon différente, puisque en fait la Harley en fait c'est pas seulement être biker, c'est carrément presque une autre façon de vivre si on veut quand on épouse. Ouais. Quand on parle biker, on a toujours l'idée des films américains, tout à fait. Les familles, les Angels, les Black Boys, jolies filles. Exact. C'est clair que y a beaucoup de gens en fait qui nous associent un peu, je dirais, à tous ce qu'on appelle ces motoclubs qui sont des motoclubs mais qui ont des raisons complètement différentes d'exister. C'est clair que Hells Angels, Bandidos et autres, voilà. C'est clair que ça fait peur pour beaucoup de monde. Puisqu'en fait, c'est des bikers qui c'est leur raison de vivre, mais qui ont des codes de vie qui sont complètement différents. Où pour entrer dans ces clubs, il faut être prospect, il faut passer par plusieurs étapes pour pouvoir enfin porter les couleurs et faire autre chose. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais la Harley, en fait, se rapprochait un peu de ce genre de vie, mais en étant, disons, tout sauf des hors-la-loi, si on veut. Donc des bons Harley? Exactement, tout à fait. Comment vous étiez en Suisse, comment les motards, on va dire les motards, les bikers, comme on l'appelle, sont appréciés? Est-ce qu'ils ont même image que celui du Mauricien? Non, pas du tout. Je dirais, en Suisse et en Europe, je dirais les bikers sont beaucoup plus, disciplinés et éduqués, comparé à Maurice où on a vraiment un peu de tout. C'est clair qu'il y a des infrastructures qui sont différentes. Il y a pour beaucoup de personnes, c'est un moyen de locomotion. Il y a beaucoup de mobylettes, il y a beaucoup de petites cylindrées. Je comprends aussi que c'est aussi un aspect financier, puisqu'en fait, il n'y a pas de taxe sur les petites motos, donc c'est déjà beaucoup plus... Mais c'est vrai que, je dirais, par rapport à l'Europe, la Suisse,
Les motards en Suisse sont disciplinés, apprennent à conduire, donc respectent les codes de la route, ont l'habitude de conduire sur des routes complètement différentes. Il y a beaucoup de routes sinueuses, il y a beaucoup plus de routes qui sont complètement différentes, donc l'éducation des motards est complètement différente. Et je dirais, la fraternité des motards est aussi un peu différente. Quand je me balade à Maurice, personne ne me fait un signe de la main, pour ainsi dire, c'est très rare. Alors que vous allez en Europe, chaque motard en fait se salue, que ce soit Harley, que ce soit n'importe quelle autre moto, on se respecte, on aime bien être entre nous, alors qu'à Maurice, on a l'impression que c'est 2 ou 3 mondes différents. Et ça des fois, ça me choque un peu. Parce que quand on regarde quelqu'un qui roule dans Harley, c'est un statut social, je dirais ça met en avant la puissance monétaire. Je dirais n'importe qui ne va rouler en oui et non, Harley, je dirais il y a énormément, je dirais oui et non, il y a énormément entre guillemets de jeunes et autres qui, pour eux, la Harley c'est vraiment un rêve, une passion, et ils vont économiser jusqu'au dernier sou pour pouvoir réaliser ce rêve et acheter leur première Harley. Et une fois qu'ils vont l'avoir, ils vont mettre tout leur argent pour vraiment la façonner à leur façon et autres. C'est vrai que beaucoup de gens qui roulent la Harley, on trouve beaucoup, je dirais, des personnes qui arrivent à l'âge de 45-50 ans, qui ont une profession libérale, qui ont un peu réussi dans la vie. C'est des motos qui coûtent légèrement plus cher que les motos japonaises, mais je dirais actuellement, quand je vois ce qui est fait au niveau moto japonaise dans le top niveau, les prix sont pour ainsi dire exactement les mêmes. Il y a quelques motos chez Harley qui sont, je dirais, des motos de rêve, mais qui coûtent vraiment cher. Et ce qu'on appelle, là, il y a certaines personnes qui le prennent parce qu'ils aiment ça, c'est un standing et autres. Et il y a beaucoup de gens qui roulent et qui ne roulent pas assez aussi en Harley. Donc il y en a qui prennent ça pour un amusement. Mais quelqu'un qui veut vraiment rouler en Harley, tout son argent va y passer, il va faire le maximum pour. Donc c'est pas nécessairement. Il n'y a pas besoin d'être vraiment riche pour rouler en Harley. Il y a beaucoup de gens les achètent en leasing. Il y a plein de façons différentes de le faire. Je dirais que c'est un mode de vie auquel les gens veulent s'accrocher. Justement, c'est quoi le mode de vie du harléiste? Ouais. Je ne sais pas comment vous appelle les amateurs de Harley. On nous appelle motards, on nous appelle harléistes, on nous appelle... Il n'y a pas vraiment de mode de vie. Comment vous reconnaissez à part la moto? C'est-à-dire il y a un habillement, il y a un style, vous avez... Disons, l'habillement de toute façon vient, je dirais, avec la Harley. En fait, la moto Harley est une chose, mais après tout ce qui tourne autour de Harley, je dirais c'est ce qui fait un peu la force commerciale de Harley-Davidson, c'est qu'ils ont été capables de développer tout un univers autour qui permet, en guillemets, d'assouvir sa passion. Donc c'est clair qu'on va commencer par avoir des blousons, des shorts, des t-shirts, on va prendre le maximum possible. Mais ce n'est pas ce qui va vous faire vraiment un vrai biker. Le vrai biker, au niveau de la communauté Harley, c'est qu'en fait, les gens qui roulent ensemble vivent pour ça. Donc on a exactement les mêmes aspirations. Quand on va rouler, on aime bien être entre amis, on aime bien découvrir des endroits, on aime bien s'amuser, on aime bien prendre du bon temps. Donc c'est quelque chose qui se porte en avant facilement. Et je dirais, lorsque vous faites des amis au niveau Harley, c'est des amis qui sont là pour la vie. Donc, et bien souvent, ça fait des années qu'on roule ensemble, on fait plein de choses. On commence par faire des voyages de 1 à 2 jours, ça va même à faire des voyages de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Il y a des choses incroyables qui se font. Donc c'est cette façon en fait qui permet de vivre un peu différemment. Pour finir, notre Harley, on la considère un peu comme étant notre bébé, si on veut. Voilà, tout à fait. Il y a plein de gens qui même le matin, vont dire bonjour ma chérie. On donne même des noms ou des surnoms à nos motos, ce qui est assez intéressant. Donc. La voiture a un nom? Non, la mienne n'a pas de nom. C'est la moto? C'est ma moto. Donc en fait, c'est bon. Moi, j'ai eu plusieurs Harley, mais cette moto, elle a quelque chose de très particulier pour moi. C'est en fait la seule moto que j'ai vraiment customisée de A à Z et qui contient uniquement que des pièces Harley. Donc il n'y a pas d'autres choses et autres. Donc ça a été confectionné vraiment de A à Z avec tout ce qu'on peut trouver dans le monde Harley pour la faire. Donc c'est une moto qui a pris du temps à être, elle n'est jamais finie, donc il y a tout le temps des choses à faire. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, sur votre moto que j'ai vu ici à Bagatelle, à Angelique, qu'est-ce que vous êtes en train de fignoler? Qu'est-ce que vous avez mettre? Moi j'adore le chrome, donc il y a toujours des pièces en chrome à changer. Bon, à Maurice, le problème qu'on a, c'est comme on a de l'air marin, donc il y a pas mal de pièces qui rouillent, donc il faut changer pas mal de pièces. Donc moi j'aime bien
bien le chrome, j'aime bien que ça soit beau. Il y a toujours quelque chose qu'on peut changer, donc c'est ça qui est intéressant. C'est un peu de la maintenance, quoi. C'est de la maintenance et aussi, tiens, ça serait chouette sur ma moto, pourquoi pas. Donc, est-ce que la moto a changé? Vous avez commencé il y a beaucoup avant moi, peut-être. Est-ce que la moto, elle a changé en structure? Je dirais oui, parce qu'en fait, au fil des années, les motards n'étaient pas aussi nombreux qu'actuellement sur les routes. Donc c'est vrai qu'au départ, on était déjà beaucoup plus vigilants, plus prudents, on roulait tranquillement, alors que maintenant, pour rouler, ça devient carrément, je dirais, un sport, il faut vraiment anticiper tout. Les automobilistes également sont venus de plus nombreux, les lois sont devenues de plus en plus sévères, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Auparavant, la moto, c'était de la liberté, on pouvait faire beaucoup plus, les limitations de vitesse n'étaient pas aussi drastiques qu'actuellement, donc c'était différent. Et je ne pense pas que les accidents, même à l'époque, étaient plus nombreux, mais beaucoup de choses ont changé. Les jeunes aussi se sont mis à être beaucoup plus actifs au niveau moto, on n'en avait pas autant auparavant, c'était quand même un sport malgré tout qui était cher. Les motos, il y a 30 ans en arrière, étaient plus chères qu'actuellement, donc c'était pas à donner à tout le monde, donc, alors qu'actuellement, vous pouvez acheter une 125, une 250 pour des prix, surtout si je regarde à Maurice avec les motos chinoises, coréennes et autres, il y a des prix qui sont tout à fait abordables. Est-ce que la technologie a changé aussi? Oui, la technologie a beaucoup changé, donc si on prend les motos de départ avec des freins tombeaux, ou si je me prends même les Harley, les freins c'était presque entre guillemets inexistant. Maintenant c'est clair qu'on a des technologies, on a des ABS, des technologies qui sont faites pour stabiliser la moto, des anti-patinage, il y a plein de choses. Donc c'est devenu, entre guillemets, la technologie a fait devenir ces motos beaucoup plus puissantes, pour certaines beaucoup plus sûres, mais aussi par contre on s'est aussi acharné pour augmenter le rapport vitesse, poids et autres. Et actuellement c'est vrai quand on voit certaines motos, quand on a des motos de 500 kg, 150 kg qui font du 300 km/h, c'est assez impressionnant. Alors que si on reste, je dirais, dans le domaine Harley, il y a aussi une évolution qui est faite au niveau des moteurs. On est passé de moteurs, en guillemets, Harley avait une mauvaise cotation. En fait, on perdait de l'huile, il y avait toujours des boulons qui partaient, etc. et autres. Donc les moteurs ont évolué et maintenant on trouve des motos en fait qui sont très très fiables, où il y a, pour ainsi dire, très très peu de problèmes. Moi, j'ai jamais eu une panne de ma vie depuis que je roule en Harley. Les services sont hyper simples, il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est devenu des motos qui sont vraiment très très bonnes. La première fois que vous êtes monté en moteur, Maurice, ça a été quoi comme expérience? Peut-être vous avez fait une route facile, mais quand vous avez traversé un peu Pau, lui... Pour moi, disons, c'était déjà le paysage. Complètement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude chez nous en Europe. En Europe, c'est plus les montagnes. Ici, rouler en bord de mer, au bord de l'océan, faire des petites routes. Je me rappelle avoir fait la première route qui part de Rivière-Noire jusqu'à Belle-Ombre, en passant par la Prairie Haute. C'était magnifique. Donc on a des paysages qui sont splendides à l'île Maurice, et on a des routes sinueuses qui sont superbes. Il y a de très belles choses. Si je prends toutes les routes qui sont, je dirais, côté Chamarel et autres, on a des belles routes sinueuses, on a quelques routes de montagne, on a beaucoup de choses. Chamarel, peut-être. Chamarel, voilà, même rouler dans les champs de canne à sucre.
Comment était votre premier contact avec les motocyclistes mauriciens? On ne dit pas biker mauricien, on dit motocycliste mauricien. Je dirais au départ, ça a été plus un contact avec les gens qui roulaient en Harley. Et au fil du temps, c'est clair, j'ai commencé à m'intéresser un peu à d'autres motards et autres. Donc j'ai rencontré des gens comme Ali, j'ai rencontré des gens comme Patrice qui roulaient sur des grosses motos et autres. Et je dirais le contact a bien passé. Le premier gros contact que j'ai eu, c'était avec on a fait une sortie entre le club Harley et les Daimlers, donc quelque chose qui est en fait gros club. Donc là, c'est clair qu'on a commencé à connaître quelques personnes. Après, c'est clair, comme on est très solidaire, donc on a fait pas mal de choses. Bon, malheureusement, dans des occasions pas très joyeuses, on a fait, lorsque les motards meurent et autres, on a participé, on a fait des escortes de convois funéraires, on participait aussi à la traditionnelle messe qui est faite chaque année, des Daimlers. Donc c'est là qu'on a appris à connaître un peu du monde. Et au fil du temps, Vous avez parlé de mots, je sais que notre temps est un peu limité. Oui, pas de problème. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Alors, on était à 106 morts, 106, 107. Je dirais que c'est beaucoup pour Maurice, mais malheureusement, je dois dire que ça ne m'étonne pas. Si je regarde la façon dont les gens roulent, que ce ne soit pas nécessairement les motards, mais les automobilistes et autres, si je regarde l'état des routes et des infrastructures, il y a beaucoup plus, je dirais, de danger à Maurice qu'ailleurs. Je dirais, il y a des choses qui ne sont pas adaptées. Pour la moto, en tout cas, c'est clair que quand je vois des routes pleines de nids de poules, des lignes blanches complètement défoncées, des choses qui sont hyper dangereuses, le nombre de plaques de gris qu'il y a sur la route quand il pleut, c'est hyper dangereux pour les motards. Et la chose la plus incroyable, c'est que les motards, en guillemets, ne sont pas vraiment respectés à l'île Maurice. Le nombre de fois que vous dépassez une voiture, que quelqu'un est en face de vous, il ne va même pas bouger, il va dire c'est à vous de bouger. Donc il n'y a pas encore ce respect qui existe au niveau des motards. Pourquoi on n'a pas ce respect-là sur nos routes? Moi je pense que c'est un problème éducatif, je dirais, dès le départ. C'est que tant les automobilistes que les motards, faut qu'ils se respectent entre eux. Il y a des règles de circulation qui existent. Un motard paye ses taxes routières comme les autres, donc la route, en guillemets, lui appartient autant qu'un automobiliste. Donc c'est des choses qu'il faut que les gens comprennent. On n'est pas là pour se rendre la vie difficile, on aime rouler, c'est normal, on doit emprunter la route, on est des usagers de la route comme des automobilistes, donc il y a, je dirais, un respect, une tolérance qui doit se faire, et à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Donc ce sera une des actions de la Fellow Bikers qui vient de naître. Voilà, donc au niveau de Fellow Bikers dont j'ai pris la présidence cette année, Fellow Bikers qui remplace Bikers Union qui existait auparavant. Donc en fait notre cheval de bataille va s'axer sur 3 points. Donc le premier qui va être très important, c'est la sécurité routière, la prévention routière. Le deuxième, c'est de créer des événements, je dirais, un peu sportifs pour canaliser un peu le sport motocycliste. Et la troisième, c'est d'organiser des événements qui vont plaire un peu à tout le monde. Dont la croisette, vous m'avez parlé. Tout à fait. La croisette, en fait, ce n'est pas nous qui l'organisons, mais c'est un des clubs de moto de l'île Maurice qui s'appelle The Bikers, qui ont décidé eux également de mettre un accent sur la sécurité routière. Donc on discute avec eux, donc on veut avoir tous le même message, le message commun à passer, que tous les clubs jouent le jeu. S'ils veulent faire des événements à ce niveau-là, c'est qu'on lance le même message, pas qu'on aille un peu dans toutes les directions. J'aimerais aborder un aspect. Quand j'étais à N'Djamena, vous me parlez que tout le monde s'est réuni, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de réunion. C'était pas un peu collé serré comme on dit sur Maurice. Justement, j'ai vu une partie est ici, les n'étaient pas là, les petits mécaniciens en train de faire son petit visite. Donc je dirais en N'Djamena, en fait, c'était une grande première, puisqu'en fait c'est la première fois en fait que le groupe Harley est venu en guillemets en N'Djamena. C'est clair que ça a créé un wow. Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens ne savaient pas qu'on viendrait. Donc il y a beaucoup de gens qui ont de l'admiration, il y en a beaucoup qui disent on n'ose pas trop et autres, mais je dirais après les contacts se font gentiment. Je dirais entre bikers, on n'a pas besoin d'être tout le temps collé, on s'échange de 3 mots, on passe d'un à l'autre, etc. Non mais pour montrer l'union des bikers, exactement. Comparé à ce qui s'est dit au niveau de la Bikers Union. Tout à fait. Donc j'ai pas vu le ciment. Voilà. Donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'encore beaucoup trop de gens, en guillemets, sont, je dirais, collés, je dirais, à leur motoclub, si on veut.
Pas qu'on oublie qu'en fait on est tous des individus en tant que bikers. Quand on se dit biker, on est biker, on est amis avec tous les bikers. Et c'est vrai que des fois, entre motoclubs, on a tendance à se jauger un peu, à se regarder et autres. Et c'est ça qu'on essaye gentiment un peu de changer, entre guillemets, pour justement faire beaucoup plus d'ouverture et que les gens communiquent plus entre eux. Et ça, c'est pour ça qu'on a changé complètement l'optique de Fellow Bikers en étant des individus et non plus des représentants de motoclubs. Donc là, ça change. Ça change complètement, tout à fait. Donc, comment on devient membre de Fellow Bikers? Tout il y a le monde. une forme, il y a où on vient, c'est convivial, après on part, donc il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de code de membre. Comment ça se passe, Pierre? Donc en fait, le Fellow Bikers est ouvert à tout le monde. Donc il n'y a pas de préférence, quoi que ce soit. C'est ouvert à toutes les cylindrées, que ce soit de la plus petite cylindrée à la toute grosse cylindrée. Il y a un formulaire. Donc ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de mettre une cotisation de 500 roupies par année, un droit d'entrée de 200 roupies. Pourquoi mettre une cotisation? C'est clair que si on veut lancer des campagnes de prévention et certaines choses, c'est clair qu'on va avoir des frais à faire à ce niveau-là. Donc c'est un peu normal qu'on ait besoin d'un peu d'argent. Mais bon, on est une association à but non lucratif, donc on va pas faire des événements guillemets pour faire de l'argent. Non, au contraire, tout ce qu'on va encaisser, on va le redistribuer, je dirais, au monde biker. Donc c'est ça. Et c'est aussi un peu pour, je dirais, quand on demande une cotisation, les gens se sentent un peu plus impliqués. Je n'ai pas une cotisation, je vais quand même peut-être y aller. Alors que quand on ne fait pas de cotisation, je m'inscris, bon, je suis bien, je fais partie du Fellow Bikers, mais rien qui se passe. Des formations, des séminaires, tout à fait, des causeries sur la sécurité, parce que quand je regarde certains bikers, bon, il y en a certains qui sont des bons garçons, mais il y a aussi des bad boys. Exactement, tout à fait. Justement, ils doublent dans des tournants, ils traversent la ligne blanche. C'est pas votre philosophie, ça? Non, pas du tout, absolument pas. Cet aspect-là, vous allez monter. Bon, c'est un petit jeune qui suit un peu ce qu'il voit là à la télé, ça se comprend, mais quand on voit des bikers, et j'en connais, qui font comme ça, qui roulent comme ça, c'est pas l'exemple à monter un jeune qui du jour au lendemain sort d'une 50, qui va aller sur une 300. Mais disons, c'est là en fait qu'on veut travailler beaucoup plus, je dirais, avec les clubs qui existent pour justement que tous ces jeunes et autres, tous ces gens qui commencent la moto sont encadrés beaucoup plus dès le départ. Qu'on leur inculque, qu'on leur apprend à rouler, qu'on leur inculque les règles de base, qu'on leur inculque comment se comporter sur la route et autres, justement pour éviter ce genre de choses qu'on voit trop. La plupart du temps, on voit beaucoup de motards roulant seuls ou à deux ou à trois faire des choses qui sont complètement insensées. Alors qu'en rouler en groupe, rouler dans certains clubs, ça vous donne déjà aussi une autre dimension, c'est qu'on vous apprend à rouler. On va pas faire, on est confiné à certaines règles, on peut pas tout faire et on va respecter les règles de circulation. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Donc il y aura toujours des gens qui ne respecteront pas, qui feront ce qu'ils ont envie, et c'est ce qu'on veut essayer d'inculquer aux gens. Ok, la moto c'est dangereux, on prend déjà assez de risques à rouler en moto, on n'a que 2 roues, on est protégé comme on peut. Autant ne pas augmenter les dangers et de savourer la moto tout en restant, je dirais, dans le légal et pas en faisant des aberrations qu'on voit comme certaines personnes sur les routes. Donc l'arrivée prochaine, dans quelques semaines, des moto-écoles, vous l'accueillez très très bien. Tout à fait. Vous allez faire un tour, vous allez regarder qu'est-ce qu'on monte ou ne monte pas. Déjà je suis hyper content qu'il y ait des moto-écoles qui vont enfin exister sur Maurice. Partout ailleurs dans le monde, les moto-écoles existent, si je regarde, et ça a toujours existé. Maintenant, c'est de savoir réellement quel va être le rôle de ces moto-écoles. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne connais pas le programme, il n'y en a encore aucune qui est, je dirais, active pour l'instant. Donc ça sera de voir un peu ce qu'eux font. Et pourquoi pas, si après aussi travailler avec eux pour dire est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer certaines choses, voir, etc. et tout. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, on ait tous les usagers de la route et même le public qui comprennent un peu ce qui se passe au niveau de l'apprentissage de la vie d'un motard, comment on apprend à rouler, comment on passe de petite cylindrée à grosse cylindrée. Et c'est toute une éducation. Donc c'est quelque chose qui doit commencer même plus jeune que la moto-école. Donc rouler en mobilette, même la bicyclette, on apprend déjà les règles de la route, on apprend pas mal de choses. Et au fur et à mesure, c'est clair, les dangers vont augmenter, mais les règles aussi vont augmenter. Et on a besoin d'apprentissage pour ça. C'est comme la voiture, on ne peut pas passer directement dans des voitures de sport ou autre. Il y a un apprentissage qui doit être fait. Et ça manquait terriblement à Maurice. Moi j'ai vu quand je vois le nombre de gens qui roulent en moto avec des L,
j'ai jamais vu ça de ma vie. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? On pourrait venir sur la loi. Exact. Bon, la loi, moi, on n'est pas obligé. Il n'y a aucune partie de la loi qui m'oblige de passer mon examen dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 ans. Je peux rester malade. Il y a des personnes depuis 40 ans, 50 ans qui sont sur elle parce qu'ils ils ne roulent pas sur l'autoroute, ils n'évoluent pas dans les routes qui sont interdites aux dealers. Donc la loi aussi, il y a un loophole dans la loi qui lui permet de rester sur elle. Il ne voit pas l'importance parce qu'il est tout seul à la moto, il va bosser là-dessus, peut-être il va jouer dans les petits chemins pour parler avec son épouse et ses enfants. Mais disons, à mon avis, c'est quelque chose qui devrait, je pense, commencer à changer justement avec l'introduction des moto-écoles. C'est-à-dire de délivrer des permis d'élèves conducteurs qui soient limités dans le temps, avec obligation de faire tant et tant d'heures de moto-école, et qui soient, je dirais, l'idéal, ça serait que qu'est-ce que vous ferez pour cette personne qui a 20 ans, 10 ans, 15 ans, qui est seul parfois, il a travaillé, il a acheté une moto, après il a changé de moto, après 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on fait pour lui? C'est-à-dire, lui, il devrait également passer leur permis, mais bon, après, maintenant, c'est de voir et de discuter avec les autorités compétentes. Est-ce que ces gens-là doivent repasser par moto-école? Je pense pas, c'est des gens qui ont l'habitude de rouler, donc pour eux, passer un permis ne devrait pas être trop compliqué. Mais ils ont fait ça, tout le monde a fait justement, ça leur permettra aussi de savoir réellement s'ils sont vraiment aptes à conduire une motocyclette. Et je pense que ça serait très bien. Peut-être que certainement, ça nous permettrait aussi de leur inculquer aussi certaines choses, de rouler avec des équipements qui soient conformes. Pas en savate, comment se passe le truc de savate de doigts, comme on appelle à Maurice, de savate de doigts, vous appelez ça tongue. Ça, c'est un truc que vous n'avez jamais vu? Non, jamais. Ouais. On en voit en Europe de temps en temps, c'est, je dirais, au bord de la plage, pour faire 300 mètres en moto. Voilà. C'est le seul moment où on va le voir. Mais dès qu'on roule en moto... Mais c'est dangereux, ça? C'est pas dangereux en soi-même, mais c'est dangereux le jour où vous tombez par terre. Le goudron, en fait, c'est le goudron, c'est pas tendre. Donc, du moment... et puis, par contre, vous allez vous faire des blessures qui sont horribles, des grosses blessures, vous pouvez vous casser les pieds, les orteils, etc. Donc, c'est pas recommandé. Donc moi je suis contre le fait de rouler en tongs, en short, de n'être pas habillé proprement. Déjà d'un point de vue sécuritaire, c'est faux. Et il y a des pays en fait qui l'interdisent et il y a d'autres pays pour l'instant qui ont encore une certaine liberté à ce niveau-là. Le pays tropical. Exactement, tout à fait. Mais quand on regarde les prix, vous devez être d'accord avec moi, que quand on regarde un peu le prix des gearings, comme vous dites, des protections à côté des motos chinoises, japonaises ou de quelqu'un, on a l'impression que ces équipements-là coûtent vraiment hyper cher comparé à prix de la moto. Est-ce que cette diatomie-là n'empêche que personne ne met un gant? Bon, vous m'avez vu, tout à fait. Moi j'ai des gants, mais je ne vais pas prendre l'équipement, ça coûte plus cher que ma moto. Je dirais ça, c'est quelque chose qui doit être expliqué aussi aux conducteurs de motocyclistes, c'est que la moto est une chose, mais qu'il faut rouler protégé, donc il y a certaines choses qui vont avec la moto. La moto en elle-même, tout seul, c'est pas suffisant. Donc quelqu'un qui va acheter une moto doit savoir pertinemment que
pour pouvoir rouler en toute sécurité, il y a un équipement qui va avec. Il y a des équipements qui sont plus chers que d'autres, il y en a qui sont moins chers que d'autres. On n'a pas besoin de rouler en combinaison cuir intégrale, mais le fait déjà rien que d'avoir un blouson, des bottes, un pantalon, déjà on a une sécurité qui est déjà minimale, mais qui existe. Un casque, qui soit un casque et pas des casques. On revient sur ce mot-là. Voilà, moi, je voulais que Pierre-Yves Rotten me dise le mot casque. Alors, voilà. Nous avons un ami commun, ça dit, lui, il dit qu'il faut qu'il y ait des casques homologués, contrôlés par la MSB, parce que la loi dit que c'est un casque, on a déjà le casque caporal. Je vois des personnes qui roulent en 125, 150 à côté de moi, alors que moi je suis en casque intégral. Tout à fait. Donc c'est pourtant pas compliqué. On a des certifications qui existent déjà dans le monde. On a la certification européenne CEE, on a des certifications américaines DOT. C'est en fait tous ces casques qui sont certifiés soit l'un soit l'autre, en fait sont des casques qui ont suivi, qui ont été approuvés, disons, fortement, où la sécurité a été testée un maximum. Donc c'est des certifications qu'en fait devraient être acceptées à Maurice. Et moi, quand je vois les casques qui existent sur le marché mauricien, j'ai de la peine à comprendre que tous ces casques sont vraiment homologués. Quand je vois des casques chinois et autres, qui soi-disant sont homologués, franchement personne en fait ne fait de test pour voir réellement est-ce que ce sont vraiment des casques qui sont, ou est-ce qu'on vérifie ces certifications et autres, ou le simple fait de voir un papier comme quoi c'est certifié suffit. Je pense que ça c'est quelque chose qui devrait être entrepris à ce niveau-là. Il y a assez d'organismes, disons, qui font des certifications. À Maurice, il y a SGS, il y a plein de compagnies. Au gouvernement, je dirais de trouver un arrangement avec ces compagnies ou de les mandater pour qu'ils fassent des tests, pas surtout, mais qu'ils fassent aléatoirement des tests et pour dire vraiment si c'est homologué ou pas. Il y a une série de questions. Quand le gouvernement, l'ancien gouvernement a voulu mettre le fameux gilet rétro-fléchissant, comment vous avez toute cette vindicte populaire que les motocyclistes sont venus dire non, ils ne veulent pas mettre ça parce qu'ils sont visibles le jour après c'est le soir qu'on le met. Je dirais, en fait, c'est le même problème un peu partout dans le monde, ce fameux gilet réfléchissant ou fluorescent et autres. On veut bien le mettre dans des conditions où, en fait, qui soient vraiment valables. Donc de nuit et autres, c'est clair que c'est hyper utile. Vous avez des bandes réfléchissantes, on vous voit la nuit, c'est réactif aux phares et autres. Mais la journée, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va améliorer les choses? C'est clair que la couleur va se voir mieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui estiment un peu que ça va un peu à l'encontre de la liberté de porter ce qu'on veut. Si j'ai une veste en cuir noir, etc. Je vais mettre un truc jaune là. Voilà, c'est clair. Ça casse le look. Ça casse le look. Mais par contre, il y a dans certains moments, c'est très utile. Donc c'est un peu trouver un moyen. Et pour moi, je suis pour le port du gilet, principalement lorsqu'on roule, je dirais en groupe, où on est nombreux, comme ce qu'on nous voit vraiment. La nuit, c'est du moment que la lumière n'est plus assez suffisante que ça soit obligatoire, je trouve que c'est très très bien. Donc ça, j'ai aucun problème de ce côté-là. Mais de rouler constamment avec des gilets jaunes et autres, la question se pose. La question se pose, mais bon, c'est... Quand on regarde un peu, on va critiquer un peu les moteurs. Bon, vous êtes attaqué aux automobilistes, mais les moteurs aussi, parfois quand je roule la nuit, 75% de paix. Je vois que les vieilles personnes qui mettent, mais les petits jeunes, non. Ils passent devant la police, les policiers disent allô, ça va, c'est comme si on a le gilet, on n'a pas le gilet, c'est la même chose. Je dirais là, en fait, il y a au niveau de comment on dit ça, de vérifier la loi, je dirais, c'est bien joli en fait de prendre des jumelles pour contrôler la vitesse, mais je pense que la police pourrait aussi également être un peu plus contraignante pour soit faire au départ, je dirais vraiment ce que j'appelle une campagne de prévention en arrêtant tous ces jeunes en leur disant écoutez, pour aujourd'hui, je vous rappelle que le port, etc., je vous mets pas de contravention cette fois, mais la prochaine fois, vous y aurez droit. Et de leur expliquer pourquoi on veut qu'ils mettent le gilet, c'est pas compliqué. La police leur dit si on vous demande de mettre un gilet, c'est pas compliqué, c'est que ça sert à quelque chose. C'est pas. Mais aussi qu'on fasse des gilets qui soient des gilets. Si c'est pas des gilets de bâtiment. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc à tous ces niveaux-là, il y a une éducation qui doit se faire. Et je dirais la police doit aussi jouer son rôle de prévention en expliquant bien pourquoi c'est nécessaire. C'est autant important d'arrêter une moto
lui dire écoutez, monsieur, mettez votre gilet, on va vous voir, vous serez beaucoup plus voyant, c'est la loi, mettez-le. C'est pas pour vous embêter, ça sera une sécurité, on vous voit de loin. Rien ne se peut d'éclairer. Pour cette fois, c'est bon, on vous laisse partir, mais la prochaine fois, sachez qu'on va sanctionner. Dernière question, c'est qu'aujourd'hui, un jeune qui va avoir 15 ans, qui va avoir sa première mobilette, motocycle, moins de 40 ans, quel serait votre message à lui dire? Qu'est-ce que Pierre Roten va lui dire pour le mettre un peu sur la bonne voie? Je dirais que le jeune qui va prendre sa motocyclette, sa mobilette, je dirais qui pense que c'est le premier véhicule qu'il va vraiment utiliser, que c'est l'ouverture, je dirais, pour la suite à aller plus loin, donc de bien apprendre à conduire sa mobilette, de bien apprendre le code de la route et de vraiment respecter le code de la route. Une fois que c'est acquis et autres, automatiquement tout ce qu'il a appris et autres va se transmettre sur une moto plus grande, sur la voiture, sur autre. C'est dès le départ qu'il faut respecter les choses, apprendre à rouler dans les limites qui sont données et ça ira très bien. Est-ce que vous lui direz de sortir d'une mobilette de 50, aller directement sur une 200 ou bien de laisser le temps passer? Je dirais ça, c'est l'éternel problème que tous les pays en fait font face. En Europe, il faut un permis pour rouler en mobilette, donc c'est clair qu'il faut apprendre le code de la route. On n'a pas de moto-école pour des mobilettes, mais il y a, en guillemets, ce fameux code de la route à apprendre qui vous permet de rouler en mobilette. Ensuite, on a eu après les différences entre les différents cylindrés. Maintenant, on n'en vient plus au niveau des cylindrés, mais on vient au niveau de la puissance des motos. Il y a du pour et du contre, mais je dirais que vous passez d'une 50 à une 200, je dirais le problème, c'est pas la cylindrée le problème, c'est de savoir qu'en passant à une 200, on sait qu'on va prendre des risques qui sont différents que sur une 600, une 900, une 1200 qui ont des puissances qui sont complètement incomparables. Mais c'est de se dire toujours, attention, je change, j'adapte ma conduite avec ce quoi je vais rouler. Et c'est ces choses qui doivent se faire, c'est un apprentissage. Parce que une 300, une 200, une 300, à première vitesse, ça dépasse carrément la vitesse de la mobilette. Ça. Exactement, tout à fait. Et c'est bien pour ça que le moto-école, en fait, va avoir son rôle à jouer pour vraiment apprendre aux jeunes à rouler avec des cylindrés qui sont adaptés, d'abord des petites cylindrées et ensuite des grosses cylindrées. Et c'est important. Et ça, la moto-école doit vraiment jouer son rôle à ce niveau-là. Et quand je vois même au niveau de l'examen actuellement que les gens passent pour rouler en moto, c'est pas suffisant. Il n'y a aucune. On va même pas rouler, je dirais, dans la circulation pour voir comment les gens roulent dans la circulation. Alors, ce qui est techniquement, je comprends qu'il y a la maniabilité, etc. et autres, mais il y a aussi, les gens doivent tester aussi votre habilité à rouler dans le trafic. Mais étant donné que le learner n'a pas le droit de transporter quelqu'un sur sa moto, ça empêche qu'il y ait cet examen-là aussi. Parce que si vous conduisez une voiture, le learner doit avoir à côté de lui une personne qui a plus de 2 ans d'expérience à côté de lui dans la voiture. Si votre fils, vous en avez, s'il est learner, papa est à côté, maman est à côté, un instructeur. Mais la moto, il n'y a pas ça. Là, ça va soulever un autre problème, c'est-à-dire que si je prends en Europe la façon dont on appelle ça, lorsqu'on passe son permis, en fait, vous avez quoi? Vous avez des écouteurs qui sont dans votre casque, vous êtes en contact avec votre inspecteur, qui est soit en moto, soit qui roule en voiture, et qui vous donne des indications. Pour l'instant, à Maurice, c'est interdit. Donc, il va falloir peut-être sentir certaines choses. Les jeunes qui peuvent apprendre à rouler avec quelqu'un d'expérimenté, comme on n'a pas le droit d'être 2 sur la moto, de nouveau, ces écouteurs permettent aussi de donner des indications à quelqu'un qui roule devant vous. Donc il y a certaines choses qu'il va falloir, je dirais, élargir un peu, mais il y a des façons de le faire. Il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est une évolution qui va devoir se faire petit à petit. Je dirais pour moi, il y a vraiment tout à reprendre depuis la base à ce niveau-là. Je dirais de zéro et de rebâtir complètement. Vous serez dans ce projet-là avec la force policière de Traffic Branch? Nous, on est prêts à participer à tout ce qu'on veut, à tout ce que ce soit avec les groupes automobilistes, avec le gouvernement, avec tous les gens en fait qui veulent aller de l'avant, qui veulent améliorer la sécurité, qui veulent rendre les choses plus simples. Il n'y a pas de problème. Notre but, c'est ça.
c'est d'être un peu fédérateur. Il n'y a pas de fédération vraiment motocycliste sur Maurice, peut-être ça existait, j'en sais rien, mais au moins une association qui essaye, entre guillemets, de mettre un peu tous les acteurs ensemble, de discuter ensemble, de s'asseoir à une table et de faire avancer les choses qui vont bénéficier à tous. Et ça, ma foi, tôt ou tard, il va falloir le faire. Et plus on va attendre, plus ça va être compliqué. Donc faire des campagnes de prévention routière sporadiques, où il y a trop envie de faire ça, ça et ça ne va pas marcher. Il faut vraiment qu'on attaque le problème. Je vois la prévention routière, l'association de prévention routière commence à être active, je dirais, dans des collèges, par exemple, en présentant certaines choses. Ma fellow bikers dernièrement a participé aussi pour donner un peu son point de vue. Donc c'est ce genre de choses qu'on pourrait mettre en place facilement. Ça ne coûte rien, même avec c'est-à-dire la jeune génération. La jeune génération, de les mettre déjà en face de ce qui peut se passer. Entre eux, ils vont parler à leurs grands frères, grandes sœurs et autres, à leurs parents. Donc dès ce niveau-là, l'éducation commence déjà même avant de monter sur le mobilette. Et ça, on doit le faire, il faut qu'on le fasse. C'est quelque chose qui devrait être dans les écoles, c'est l'apprentissage de la vie civique, des civilités, voilà. Il y a des automobilistes, des bikers et autres. Voilà ce qu'on peut faire. Pierre-Yves Roten, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite bonne route. Merci beaucoup. Bonne route aussi à vous. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?